Le 28 mars 1942, à 22h15, une flotte britannique navigue vers le port de Saint-Nazaire, qui est occupé depuis 2 ans par les forces allemandes. À la tête de cette flotte, le HMS Campbelltown, un destroyer qui est accompagné de 15 vedettes armées de mitrailleuses et de canons. À bord de la flottille se trouvent 269 hommes appartenant au commando britannique. Pour se rapprocher de Saint-Nazaire sans se faire repérer, le drapeau allemand flotte sur le HMS Campbelltown. Découvrez dans cette vidéo la stratégie du commando britannique ainsi que les objectifs lors de l'opération Chariot. Depuis la chute de la France le 22 juin 1940, l'Allemagne est maître de l'Europe. Dans l'Atlantique, les batailles navales ainsi que sous-marines font rage. Les États-Unis envoient des convois de ravitaillement vers la Grande-Bretagne, qui ne sont désormais plus seuls dans le conflit depuis décembre 1941. L'Allemagne envisage d'envoyer dans la bataille le fleuron de sa marine, le Tirpitz. Ce dernier est plus puissant que son navire jumeau, le Bismarck. Ce nouveau cuirassé menace de semer la terreur dans les convois alliés. Au sein de la marine allemande, on constate un problème concernant le navire. Le Tirpitz a une taille trop imposante pour être réparé dans un port allemand. Il faut donc trouver un port où il puisse être réparé. Après avoir recherché un port qui puisse recevoir le Tirpitz, il s'avère que seul celui de Saint-Nazaire est capable de l'accueillir. Les Alliés, ayant eu vent de ce danger, réfléchissent à un plan pour éviter que le Tirpitz ne rejoigne Saint-Nazaire. Un bombardement du port est alors envisagé, mais ce plan est très vite écarté, car les bombardiers ne sont pas assez précis pour atteindre l'objectif. La seconde option est de faire appel à la résistance française, qui aurait pour objectif de s'infiltrer à l'intérieur du port pour y placer des explosifs. Mais les résistants opposent un refus, car ils n'ont pas assez d'explosifs en leur possession. En plus de ce problème, ils affirment qu'ils ne peuvent pas s'introduire dans un port aussi bien gardé par les troupes allemandes. Les Alliés vont opter pour une troisième option, un raid venu par la mer, avec à bord de la flottille des commandos surentraînés. Voici le plan prévu par les Alliés lors de ce raid. Le destroyer doit remonter l'estuaire de la Loire sur 8 km. Le danger à ce moment-là, ce sont les batteries côtières allemandes qui disposent de projecteurs et de canons puissants pour couler un navire d'un seul coup. Le destroyer doit éperonner la porte écluse du bassin et doit exploser 8 heures plus tard, grâce à un détonateur à retardement. Les vedettes qui accompagnent le destroyer doivent réussir à accoster et à libérer les hommes du commando qui doivent prendre les quais d'assaut pour placer des explosifs à plusieurs endroits stratégiques. L'objectif est d'agir rapidement pour ne pas laisser aux 5000 hommes de la garnison allemande l'occasion de réagir face à l'attaque. En effet, les défenseurs sont lourdement armés avec des canons de 20 mm, de 40 mm et des mitrailleuses. Une fois que les hommes du commando auront placé les explosifs, ils devront se frayer un chemin jusqu'à leur seule voie d'évacuation où les vedettes les attendront à un embarcadère pour les évacuer vers l'Angleterre. Le destroyer qui est utilisé lors de cette opération est le HMS Campbelltown, qui servira à faire sauter la porte du bassin grâce à 4 tonnes d'explosifs dissimulés dans la coque, avec détonateur à retardement réglé sur 8 heures.
Les canons de 4 pouces ont été remplacés par d'autres canons beaucoup moins puissants. 8 canons Ehrlikon de 20 mm sont également mis en place sur le destroyer. Afin de protéger l'équipage des batteries côtières, du blindage supplémentaire a été monté sur les flancs du destroyer. Le navire est également maquillé pour qu'il puisse s'approcher le plus possible de son objectif sans être découvert. Pour simuler l'apparence d'un destroyer de la Kriegsmarine, 2 cheminées ont été retirées et le drapeau allemand flotte. 28 mars 1942, minuit 30. Le HMS Campbelltown et le reste de la flottille pénètrent dans l'estuaire de la Loire. Le destroyer est commandé par le capitaine de corvette Sam Beatty. Pour sa première mission à la tête du navire, il va devoir éperonner une écluse au beau milieu d'un port tenu fermement par les Allemands. Le capitaine Beatty est un officier qui est réputé pour son sang-froid. Il témoigne. Le premier contact visuel avec l'ennemi s'est produit lorsque les projecteurs de la rive nord se sont mis en marche. Ils ont balayé vers le nord puis le sud, passant juste devant les derniers navires. Le capitaine scrute le ciel, attendant un bombardement de diversion. Il espère apercevoir les bombardiers. Quand soudainement, le bruit des moteurs des bombardiers étouffe le bruit des vagues de la mer. Les bombardiers de la RAF arrivent au-dessus de Saint-Nazaire. L'objectif de ce bombardement est de causer le plus de dégâts possible pour que les troupes allemandes soient occupées grâce à cette diversion et que personne ne remarque l'attaque par la mer. Mais le bombardement ne produit pas le résultat espéré. En effet, pour que la diversion fonctionne, un raid de 350 appareils avait été demandé. Mais la RAF refuse de détourner tous ces appareils de sa campagne de bombardement. De ce fait, 60 avions seulement sont envoyés pour bombarder Saint-Nazaire. Les pilotes de la RAF, n'ayant pas de visibilité à cause des épais nuages au-dessus de la zone de bombardement, décident de n'envoyer que quelques bombes. Ce comportement, qui semble inhabituel aux yeux des Allemands, va provoquer l'état d'alerte. La flottille britannique passe au large de la station radar du Croisic et échappe à sa détection. Le prochain obstacle pour le HMS Campbelltown est le risque d'échouage dans certains endroits du chenal, qui sont peu profonds. Le navire a été spécialement allégé pour cette opération. Il peut passer au-dessus des bancs de sable et arriver jusqu'à la cale sèche avec un angle différent. Soudain, le HMS Campbelltown heurte un banc de sable. Une énorme secousse se fait alors ressentir au sein de l'équipage. Puis, il heurte une seconde fois un banc de sable. S'il s'échoue sur l'un des bancs de sable, le navire sera à la merci des canons allemands dès les premières lueurs du jour. En effet, les défenses autour du port de Saint-Nazaire rendent le port imprenable. L'entrée de l'estuaire est protégée par 28 canons. Les pièces vont de canons de 75 mm jusqu'aux énormes canons de 240 mm montés sur voie ferrée. L'entrée du port est également défendue par 43 pièces, des canons de 20 et 40 mm, qui sont utilisés pour la défense côtière et anti-aérienne. Sur les 2 rives de la Loire, des projecteurs sont installés, et dans le port lui-même, il y a d'autres postes de tir. Une garnison allemande est également sur place, où des centaines d'hommes peuvent être appelés en renfort en cas d'attaque. La flottille se trouve désormais à 3 km de son objectif, quand tout à coup, d'autres projecteurs s'allument. Cette fois, la flottille est repérée. Mais les Allemands hésitent à faire feu, car le Campbelltown a hissé le drapeau allemand. Le capitaine Beatty va apercevoir venant du port un signal d'identification avec des tirs de sommation. Il va répondre avec un code allemand et continue de faire passer son navire pour un navire de la Kriegsmarine.
1h23. Le bluff continue de fonctionner, mais les Allemands demandent au navire de s'arrêter. Le HMS Campbelltown continue d'avancer. C'est alors que les Allemands s'aperçoivent qu'ils ont été bernés. Tout d'un coup, ils ouvrent le feu sur la flottille britannique. Les balles et les obus sifflent autour des Britanniques, qui voient un déluge de feu autour d'eux. Le capitaine Beatty fait descendre le drapeau allemand pour hisser le drapeau britannique à la place. La flottille britannique va ouvrir le feu à son tour contre les défenses allemandes. Le commandant Bill Copeland dit « C'était comme si tous les canons du monde nous tiraient dessus. À l'arrière du navire, nos canons Oerlikon ont immédiatement répliqué. Toujours sous le feu de l'ennemi, un membre du commando, le lieutenant Stuart Chent, observe. Derrière nous, des flammes s'élevaient sur le fleuve, là où nos vedettes livraient un combat désespéré pour survivre face au feu écrasant des batteries allemandes. 1h29. Le lieutenant Coran Purdon témoigne. Nous entendions le martèlement des balles allemandes contre la coque. Un obus porté au rouge a même traversé la pièce où nous étions assis, mais il a continué sa course sans exploser. À bord du HMS Campbelltown, les coups de feu fusent de tous côtés sur le blindage du navire. Le premier maître, Albert Wellstead, qui est à la barre du navire, est tué. Son remplaçant est touché à son tour. Le lieutenant Nigel Tibbets, l'homme chargé du placement des explosifs à bord du navire, prend alors la barre. Le navire fonce tout droit vers la porte écluse du port de Saint-Nazaire, quand tout à coup, le choc a lieu et endommage celle-ci. C'est au tour des commandos d'entrer en scène. Pour cette opération, 2 équipes ont été constituées, des spécialistes de la démolition qui ont pour mission de détruire les infrastructures portuaires. Chacun de ces hommes porte une 40aine de kilos d'explosifs dans un sac à dos. L'autre partie des commandos est répartie en sections d'assaut, qui sont chargées d'éliminer les défenseurs allemands et d'ainsi protéger les équipes de démolition. Les vedettes accostent. Les hommes du commando sont répartis en 9 groupes. 2 sections d'assaut sont chargées d'ouvrir la voie et d'éliminer les défenseurs ennemis, à droite et à gauche. Derrière elles, les équipes de démolition avancent vers leurs objectifs. Celle du lieutenant Chent va se diriger vers la station de pompage et celle du lieutenant Purdon vers la maison de Treuil Nord. D'autres groupes vont à la porte de l'écluse Nord et à la maison de Treuil Sud. 1h40. Rapidement, les sections d'assaut s'emparent des positions ennemies les plus proches. Le lieutenant Chent et son équipe de démolition ont la voie libre jusqu'à la station de pompage. Les machines de pompage permettent de vider et de remplir la cale sèche et sont un objectif aussi important que la porte écluse elle-même. Blessé à la jambe, le lieutenant Chent doit faire preuve de prudence en descendant les marches menant à la cave. Les charges sous-marines sont soigneusement placées par les Britanniques pour faire un maximum de dégâts. Pour détruire la station de pompage à Saint-Nazaire, les commandos utilisent une charge presque 7 fois plus importante et 2 fois plus puissante que le TNT. Chent allume un détonateur à mèche de 90 secondes. Soutenu dans l'obscurité par l'un de ses sergents, l'officier, blessé, monte l'escalier avec difficulté. Les 2 hommes se mettent à l'abri. Quelques secondes plus tard, les 68 kilos d'explosifs explosent. Les pompes permettant de vider ou de remplir le bassin sont désormais détruites. Quant à l'équipe du lieutenant Purdon, qui a le plus long chemin à parcourir, elle progresse vers son objectif, la maison de Treuil Nord. Le lieutenant Denison et ses 3 hommes assurent la protection, lorsque les Allemands ouvrent le feu à partir d'une tranchée.
Grâce à la protection de la section d'assaut, l'équipe de démolition continue d'avancer vers son objectif. La maison de Treuil Nord contient les machines permettant d'ouvrir la seconde porte écluse. Celle-ci est un autre équipement crucial pour le fonctionnement de la cale sèche. Purdon témoigne. En arrivant à la maison de Treuil, j'ai trouvé une grosse porte blindée. J'ai tenté de faire sauter la serrure avec mon pistolet, mais sans succès. Ron Chung a alors défoncé la porte avec une masse. Après être entré, nous avons mis les charges en place, suivant les gestes répétés 1000 fois. Après avoir connecté les charges, l'équipe de démolition se met à l'abri juste avant l'explosion. Le plan de l'opération semble fonctionner parfaitement, mais à l'autre bout du quai, le seul moyen d'évacuation pour les troupes du commando est réduit en pièces par les tirs allemands. 2h19. Les principaux objectifs ont été atteints. Le Campbelltown est toujours encastré dans la porte de l'écluse avec sa cargaison d'explosifs. Les équipes de démolition ont détruit les maisons de Treuil, la station de pompage et la porte écluse nord sont endommagées. Comme convenu, et suivant les ordres à la lettre, les commandos vont battre en retraite vers le vieux môle pour rembarquer à bord des vedettes. Mais leur pire crainte se réalise. Les Allemands sont partout et il n'y a pas d'issue, mis à part la capture ou la mort. En battant en retraite, Coran Purdon et ses hommes essuient les tirs des défenseurs allemands. Dans la nuit illuminée par les projecteurs et la lueur des incendies, le bruit des détonations était assourdissant. Bill Copeland, le commandant en second, rejoint également le vieux môle. Malheureusement, les vedettes essuient un tir de barrage des batteries allemandes. Les réservoirs supplémentaires montés sur le pont les rendent particulièrement vulnérables et plusieurs sont déjà en flammes. Une des vedettes est touchée par un obus de 37 mm et explose immédiatement. Parmi les commandos, beaucoup sont blessés ou tués durant l'approche de leur point d'évacuation. En effet, l'unité chargée de s'emparer du vieux môle a été décimée avant même d'avoir pu embarquer. En conséquence, le point d'évacuation est resté aux mains des Allemands. Parmi les 6 bateaux qui devaient accoster au vieux môle, seulement un a brièvement réussi avant d'être touché par des grenades et des tirs à courte portée. Les commandos se retrouvent désormais bloqués. Purdon témoigne. En voyant les grosses colonnes de fumée et la lueur orange des explosions, nous avons compris qu'il n'y avait plus de navires pour nous ramener en Angleterre. À vrai dire, ce n'était pas vraiment une surprise. 2h34. Le commandant de l'opération, le lieutenant-colonel Charles Newman, doit désormais prendre une décision pour faire sortir ses hommes de Saint-Nazaire. Sur les 269 hommes du commando, plus de la moitié sont blessés et les munitions commencent à manquer. Toute la garnison allemande est en alerte. Des marins policiers et des dockers allemands ont été appelés en renfort. Les commandos seront bientôt submergés par le nombre de troupes allemandes. En plus de ça, ils essuient les tirs des canons antiaériens de 20 mm montés sur les navires allemands et sur les toits des abris de sous-marins. Le lieutenant-colonel Newman consulte Bill Copeland, son commandant en second, pour improviser une nouvelle stratégie. Nous avons rapidement décidé de traverser la ville pour avancer par petits groupes dans l'intérieur du pays et tenter de rallier l'Espagne. J'ai rassemblé les officiers et Charles leur a expliqué la situation. Ce changement de plan va impliquer la traversée d'une ville grouillant de soldats allemands, puis un parcours de plus de 600 km en territoire ennemi avant d'atteindre l'Espagne. Purdon témoigne. Une fois alignés, nous nous sommes mis en route au pas de course, les sections d'assaut ouvrant la voie. 2h49.
Les dernières vedettes, qui étaient encore présentes aux abords de Saint-Nazaire, reprennent le large. Sam Beatty, le capitaine du Campbelltown, et les survivants de son équipage ont embarqué sur le navire ML-177. Le lieutenant Tibbets, l'expert en explosifs qui tenait la barre au moment décisif, est lui aussi à bord. N'étant pas hors portée des canons allemands, le navire reçoit un obus explosif qui détruit le moteur. La vedette est alors criblée de balles de mitrailleuse. Le lieutenant Tibbets fait partie des hommes qui perdent la vie. À cause du déluge de feu qui s'abat sur les navires, les survivants sont forcés de se jeter dans l'eau glacée et rapidement les survivants disparaissent sous les flots. Seule une poignée d'hommes pourra être sauvée. À Saint-Nazaire, les commandos lancent l'offensive de la dernière chance. Ils évitent la grande place de la ville qui est balayée par les tirs allemands. Tous se dirigent vers le seul pont qui permette de rejoindre le centre de la ville. Sous les tirs des Allemands, les commandos traversent le pont. La rive opposée est atteinte en quelques secondes. Les commandos vont dès lors se disperser dans les rues de Saint-Nazaire. L'aube approche. Les patrouilles allemandes ratissent les rues, tandis que les commandos se cachent dans la ville. Leur plan est d'attendre l'obscurité pour tenter de gagner la campagne. Mais l'étau allemand se resserre de minute en minute. Le commandant Copeland, qui se cache avec 15 hommes dans une cave, témoigne. J'ai entendu des pas lourds au-dessus de moi, plus une voix et des cris allemands. À chaque instant, je m'attendais à voir une grenade tomber à nos pieds. Au lieu de cela, des soldats allemands armés de grenades et de fusils mitrailleurs sont apparus à la porte. J'ai rejoint les hommes encore capables de marcher qui formaient une file en montant les escaliers et dans la rue. Les uns après les autres, les petits groupes de commandos sont forcés de se rendre. Le bilan du raid semble catastrophique. En effet, le HMS Campbelltown n'a toujours pas explosé et la porte écluse du bassin n'est que légèrement endommagée. 5h34. Certains commandos ont été repêchés dans la Loire. Parmi eux, le capitaine de corvette Sam Beatty. Après la destruction du ML-177, il a été hissé à bord d'un torpilleur allemand. Les prisonniers ont tous la même question en tête. Pourquoi le Campbelltown n'a-t-il pas explosé ? Le destroyer n'a pas été déplacé. Sa proue, contenant près de 4 tonnes d'amatol, qui est un explosif militaire, est toujours encastrée dans la porte du bassin. Les charges auraient dû exploser il y a plus d'1 heure. Des officiers et techniciens allemands inspectent le navire, et bientôt, une foule de curieux s'assemble pour aller voir le navire. Si les Allemands découvrent les explosifs, ils vont les désarmer sur le champ, et l'opération sera un échec. Les Allemands pensent que les Britanniques ont bêtement tenté de détruire la porte de l'écluse en les prenant avec un vieux destroyer. Un officier allemand dira au capitaine Beatty « À l'évidence, vous aviez sous-estimé la taille de cette porte. Tenter de le détruire avec un simple destroyer était une folie. » Les Britanniques pensent désormais que toute l'opération a été réalisée en vain. 10h35. Le Campbelltown explose. La ville entière est secouée par l'onde de choc. Une centaine d'Allemands qui se trouvaient à bord du navire et aux à-côté meurent en raison de l'explosion. La porte, qui pèse environ 1300 tonnes, est projetée hors de son rail. Dès lors, le fleuve s'engouffre dans le bassin, emportant des débris du navire britannique. Le raid sur Saint-Nazaire a finalement atteint tous ses objectifs. Les dégâts sont si importants que les Allemands ne parviendront pas à réparer le bassin de Saint-Nazaire avant la fin du conflit. Les infrastructures de Saint-Nazaire n'étant plus opérationnelles, le Tirpitz ne peut finalement pas se joindre au combat dans l'Atlantique Nord.
l'énorme cuirassé passera le reste de la guerre dans un fjord norvégien, où il sera finalement détruit par des bombardiers Lancaster de la RAF en novembre 1944. Le succès de l'opération est cher payé. Sur les 15 vedettes présentes, seulement 3 ont pu échapper à l'enfer de Saint-Nazaire. Sur les 600 hommes ayant participé à l'opération, les 2/3 ont été tués ou faits prisonniers. 5 hommes du commando ont pu rejoindre le territoire espagnol avec l'aide de civils français. Ils ont ensuite embarqué à Gibraltar pour retourner en Angleterre. La plupart des 169 morts britanniques ont été enterrés par les Allemands avec tous les honneurs militaires. Parmi les 215 prisonniers se trouvent le commandant Copeland, le lieutenant Chent, blessé au genou, Coran Purdon, jeune officier irlandais, et le capitaine de corvette Sam Beatty, commandant du Campbelltown. Le raid de Saint-Nazaire reste l'une des plus célèbres opérations commando de l'histoire. Un exploit qui a forgé la légende des commandos britanniques. Finalement, cette opération restera la plus audacieuse de tout le cours de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire et l'histoire de ces hommes méritent de ne jamais être oubliées avec le temps.